Donc voilà, je suis médecin généraliste et je suis né en 69 et dès le début des années 80, j'étais passionné par le Minitel, par les échanges qui se sont créés, par les contenus auxquels on pouvait accéder facilement. Et donc tout naturellement, j'ai migré sur Internet et donc développé ces forums et d'autres outils numériques en santé, en essayant à chaque fois de passer soit des messages, soit de la science, soit de mettre en rapport des gens et d'essayer d'avancer. Donc le web santé grand public, il est apparu à la fin des années 90. Donc du côté du grand public, le premier site internet qui est consulté... Ah, pardon. Donc oui, alors ce que je voulais dire déjà, c'est qu'il y a plus d'une personne sur deux qui utilise le web santé aujourd'hui. Majorité des femmes, parce qu'en France, c'est les femmes qui s'occupent plus de la santé dans les foyers que les hommes. Donc près de la moitié recherchent des témoignages, et près des trois quarts, les trois quarts pensent que ce qu'ils ont trouvé sur Internet a enrichi leur relation avec leur médecin. Donc les sites grand public les plus fréquentés, c'est le même depuis le début, c'est le docteur Google. J'ai une question, une interrogation, il m'arrive quelque chose, il arrive quelque chose à un membre de mon entourage. Le réflexe, c'est d'aller chercher sur Google. C'est ce que le grand public fait depuis le début des années 2000. Ensuite, ils atterrissent sur des sites. Donc, ils atterrissent sur ce qu'on appelle des pure players, c'est-à-dire des sites qui ont été développés spécifiquement pour Internet. En Europe, c'est essentiellement Wikipédia. En France, il y a la particularité Doctissimo. Et puis, vous avez aussi sur YouTube, la plateforme Google de vidéos, énormément de vidéos santé, des dizaines de milliers en français. Et d'autres sites comme isanté.fr, Eureka Santé, Passeport Santé, enfin voilà. En gros, ils atterrissent sur ces sites-là, mais ils vont aussi sur les parties santé des médias traditionnels, Le Figaro, Top Santé, Allo Docteur de Michel Simès aussi qui draine, ou Pourquoi Docteur sur le Nouvel Observateur. Donc voilà, en gros, les contenus santé se répartissent à peu près sur... la plupart atterrissent ici. Mais donc, les sites précédents, c'était on va chercher des contenus en fonction de sa requête, ça peut être des contenus froids. Mais on recherche aussi des avis de pairs. 1 sur 2 recherche des avis de pairs. Donc il y a eu les forums de Doctissimo à partir de 2002 qui ont cristallisé un peu cette demande qui existait déjà sur le Minitel avant, où il y avait des conseils santé déjà qui s'échangeaient, et sur Caramel et d'autres outils qui ont disparu depuis, puisque la santé c'est le 2e ou 3e sujet de préoccupation des Français, donc on en parle très facilement. Et puis Facebook, Twitter sont arrivés, les blogs. Donc j'ai mis quelques captures. Atoute.org, c'était le blog d'un médecin qui avait décidé de faire quelque chose de transversal avec les patients et les médecins. Donc c'était un forum ouvert au grand public et aux médecins qui existe toujours, qui s'appelle atoute.org. Vive sans thyroïde, c'est le forum de l'association Vive sans thyroïde, où les patientes ont réussi à se retrouver entre elles et à échanger des conseils. Ou Rénalou encore, qui vient de... C'est une fille qui avait eu une insuffisance rénale très grave, une greffe, et donc qui a commencé à ouvrir son site, et il s'est transformé en association, et maintenant c'est un des facteurs influents sur la politique nationale de santé, puisque le parcours de soins des insuffisants rénaux chroniques va être encouragé par l'État français, on va dire, pour qu'il s'améliore. Donc ça a une influence aussi dans la vie réelle, de commencer son petit forum et son association ensuite derrière. Alors ça, c'est un avis de père qui m'avait interpellé, Jean-Michel Billot, qui est un des pionniers du numérique français, qui malheureusement a subi une amputation pour un problème vasculaire grave, et qui dit « J'ai une prothèse de jambe performante trouvée via Internet. À l'hôpital, on m'en proposait qu'une style guerre 14-18. » Et effectivement, j'ai vu la photo, c'était vraiment ça. Alors qu'il s'est trouvé une prothèse qui lui permet un petit peu de se déplacer. Il se déplace aussi avec un robot de téléprésence, par l'intermédiaire d'un robot de téléprésence. Et c'est un passionné du numérique. Un petit zoom sur les forums Doctissimo, je suis désolé pour les caractères. Donc il y a à peu près... Moi j'ai quitté cette boîte en 2012, il y avait 100-130 000 messages par jour, pour vous situer. Et donc une extrême réactivité. Vous avez quelqu'un qui pose une question et 2 minutes plus tard, quelqu'un qui lui donne un conseil de bon sens, en dessous un autre conseil de bon sens. Sur ces 100 000 messages par jour, on a souvent tendance à voir les gens qui se surangoissent. On a même inventé un mot pour ça, la cyberchondrie. Donc voilà, il y a des gens qui se surangoissent, mais il y a aussi plein de gens qui s'entraident. Je me rappelle un des premiers forums que j'avais ouvert, c'était le forum pour l'anorexie. Et j'avais des jeunes filles qui pensaient être seules au monde dans leur pathologie, dans leur destruction progressive ou parfois très rapide. Et elles ont rencontré des filles comme elles se sont entraidées, elles se sont rencontrées, elles se sont accompagnées à l'hôpital, elles se sont soutenues parce que c'est une pathologie très grave, il y a malheureusement des décès. C'était extrêmement touchant et le bilan était extrêmement positif. On parlait à l'époque dans les médias des sites pro-ANA, qui étaient en faveur de l'anorexie, mais ils n'avaient pas la place sur ce forum. Les participantes avaient décidé de les écarter, et
Et ça s'est fait de manière très humaine. Donc il y a énormément d'humains qui s'est dégagé sur ces forums et qui s'est prolongé, suffusé sur d'autres réseaux sociaux. Parce que maintenant, quand quelqu'un pose une question santé sur Twitter, on dit tiens, t'es comme sur Doctissimo. Il y a un usage qui s'est répandu en France. Les associations, il y a des contenus d'extrêmement bonne qualité. Par exemple, l'Association des Français des diabétiques sont peu accessibles, mais les patients peuvent être informés par le biais de leurs médecins ou des associations de l'existence des sites et donc aller sur ces contenus qui leur sont destinés. Les sites institutionnels français, contrairement à d'autres, sont très mal référencés, ils sont pas de notre époque. Il y a des services qui sont très intéressants, mais le grand public ne sait pas comment y accéder, les professionnels de santé non plus. Il y a beaucoup de PDF, on voit on cherche des contenus, on les trouve en position 60 sur Google quand on fait une requête de base comme diabète et grossesse ou des choses comme ça. Donc c'est pas utile. Il n'y a pas de site centralisé comme en Angleterre avec le NHS Choices. Tous les Anglais connaissent le NHS Choices et s'en servent. Il y a 1,7 million d'Anglais qui viennent tous les jours sur le grand site institutionnel anglais où ils leur font un tri des applications utiles, ils leur donnent des informations assez claires, assez référencées, ils répondent aux questions. Ils révisent ce qui passe dans les médias, qui est parfois un peu simplifié sur les études scientifiques. Manions les euphémismes. Et voilà, donc il y a un vrai service public qui, chez nous, est disparate, explosé, ralenti, dinosauresque, mais qui s'améliorera peut-être un jour. Et c'est bien dommage, si vous m'avez compris. Alors, l'Internet santé grand public a un impact de plus en plus grandissant. Un patient sur deux en parle à son médecin, alors qu'il y a encore 5-6 ans, on posait une question dans une salle et personne n'avait parlé à son médecin de sa maladie chronique, de ce qu'il avait vu sur Internet sur sa maladie chronique. Alors par contre, le pendant, c'est qu'il y a des patients qui se pensent... Le savoir profane est considéré comme un savoir scientifique, on va dire, et donc qui commencent à contester les prescriptions, à challenger les diagnostics, et ça laisse une partie des médecins, notamment les médecins non numériques, les médecins français généralistes, ont 53 ans de moyenne et ne sont pas forcément tous à l'aise avec ces outils. Et donc voilà, il y a des frictions, on va dire, dans la fluidification du système, mais on peut espérer, on n'est encore qu'à la préhistoire de tous ces outils, on peut espérer que ça va s'améliorer dans les années qui viennent. Alors, il y a aussi, ça a été dit, il y a des applications pour suivre l'insuline, le rythme cardiaque, des serious games qui sont des jeux thérapeutiques, entre guillemets, qui existent sur la console Wii. En bas, c'est un patient qui a eu un accident vasculaire cérébral et qui se rééduque à faire ses mouvements avec un jeu de bowling type Wii. Juste au-dessus, c'est un adolescent qui rencontre un avatar censé symboliser un aspect, c'est américain ça, un aspect difficile de sa dépression, de ses problèmes psychiatriques, il va essayer de les dominer. Asthmaclick, ça sensibilise sur les allergènes. Et je vous ai mis un dumb phone, ce qu'on appelle un dumb phone, un téléphone de base qui existe aujourd'hui à 30 € en France et à des prix très faibles ailleurs et qui est très utilisé. En France, pour envoyer des SMS, vous avez vos prochaines consultations, des choses comme ça, notamment en cas de désinsertion, de difficultés, de gens qui ne peuvent pas se payer un smartphone, mais aussi en Inde, au Brésil, en Chine. Il y a de la télémédecine, entre guillemets, qui se fait uniquement par ces petits téléphones de base, quoi. Alors, ça a été dit aussi, les objets connectés, je ne vais pas revenir dessus, juste un petit zoom sur celui du bas. Il n'est pas encore arrivé, ça s'appelle Oculus Rift. Je ne sais pas si ce sera utilisé en santé, on commence à l'évoquer pour des serious games, et c'est un casque qui va permettre aux utilisateurs de rentrer dans les jeux. Donc si c'est des jeux éducatifs, sociaux, ce sera peut-être intéressant, mais je pense qu'il faut se poser la question aussi sur l'arrivée de ce nouvel outil, et de voir quel impact ça aura sur nos sociétés, nos individus, les adolescents. Voilà. Bon, sinon les autres, voilà, ça apportera un plus. Si on choisit de le faire, ça pourra rendre un peu obsessionnel aussi. Et on verra bien comment c'est utilisé, mais on peut imaginer que la médecine sera plus d'amont que d'aval avec l'usage de ces outils. On préviendra, on empêchera d'arriver plutôt que de soigner. La téléconsultation peut se faire par des robots de téléprésence. Ce chirurgien urologue près de Dijon consulte dans 3 cliniques grâce à ce robot. Les autres urgentistes l'appellent. Il envoie le robot qui roule et il peut parler au patient et l'infirmière peut faire écouter le cœur, même l'autoscope, pas en urologie, mais bon. Il se démultiplie dans un endroit où il n'y a pas assez de chirurgiens urologues par ce petit robot qui est une fabrication française qui s'appelle Jazz. Là, en bas à gauche, c'est un dispositif de télésurveillance en cardiologie qui va arriver aussi pour les patients qui ont une insuffisance cardiaque, pour détecter la survenue de troubles du rythme ou de choses comme ça. Il commence à y avoir des études qui montrent que ça peut avoir un intérêt
de santé et d'économie, puisque l'économie de la santé, c'est difficile de dissocier les deux aujourd'hui. Et ça, c'est des cabines de télémédecine aussi qui commencent à apparaître, où on peut aller consulter, on voit le médecin par l'écran, je suis désolé, c'est un peu flou. Et voilà, c'est une espèce de téléconseil augmenté, c'est-à-dire qu'on peut montrer sa plaie si on a un problème dermato, si c'est un problème confusionnel, on peut discuter et aider au diagnostic, et une infirmière à côté peut éventuellement faire les prélèvements et autres choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui se développe, on prévoit qu'il y ait des dizaines, si ce n'est des centaines de millions de consultations de télémédecine dans le monde dans les toutes années qui viennent. Donc c'est des nouveaux usages. Donc en gros, il y a une multitude de contenus de qualité, de possibilités d'information, d'explications, énormément de choses qui sont accessibles par ces outils numériques. Une entraide vraiment impressionnante. Il y a des problèmes, des choses comme ça, mais il y a une entraide. Il y a les gens qui sont servis d'Internet dès le début se servent très bien des outils, savent évaluer la qualité d'une information, croiser les sources, chercher s'il y a un auteur, si c'est daté, signé, sourcé. Ils savent se servir de Google et ils s'entraident. Voilà un autre exemple. Moi, j'ai vu des femmes qui allaient se faire la même opération. Elles n'avaient pas le courage de la faire toutes seules. Elles se sont mises à 4 et elles ont réussi à le faire. Et il y a des choses comme ça. Donc ça a débuté sur le Minitel et ça s'est vraiment amplifié. Et c'est le côté positif qui j'espère se prolongera. Un tout petit œil, je sais que je commence à déborder. Ouais, non, je voulais juste dire qu'il y a aussi évidemment des informations tronquées, fausses, manipulatoires, anxiogènes. Le sida n'existe pas. On plante des RFID dans les vaccins pour contrôler toute la population. Il y a plein de complots comme ça qui touchent la santé et qui s'exacerbent en fonction de l'actualité. La grippe A, il y a quelques années, est un bon exemple. Ça existait avant. Vous donnez des petits prospectus en disant que votre ami courra derrière vous comme un chien derrière son maître. C'était pas forcément... Enfin, il fallait un certain discernement. Donc pour ce brouillard, il faut un discernement aussi. Et c'est ce qui est un facteur d'inégalité, en plus des inégalités à l'accès qui ont été évoquées tout à l'heure. Maintenant, le numérique devient de plus en plus fluide sur le territoire avec la fibre qui arrive, mais il y a des inégalités dans l'usage. On se sert tous différemment des outils numériques et on n'est pas forcément tous capables d'évaluer correctement la pertinence d'une information ou d'un avis de pair. Donc c'est là où il faudra vraiment cultiver un bon sens numérique pour optimiser les impacts positifs. Si on arrive à cultiver ce bon sens, avant on se servait de boussole pour se repérer, bon, bah, voilà. Maintenant il faut savoir se servir de son appli GPS ou Autolib, sinon on fait n'importe quoi et voilà. Donc les enfants le font, mais ça a été évoqué aussi tout à l'heure, Google Suggest, maintenant ils tapent 3 lettres, ils arrivent au premier résultat, voilà, il faut leur apprendre à creuser un peu plus, il faut leur apprendre à masquer leur pseudo sur Facebook ou des choses comme ça. Et ensuite, ils pourront être tranquilles dans ce brouillard, sans faire d'erreurs majeures. Mais c'est pareil pour les adultes. Du côté des professionnels, de santé, ils s'y sont mis beaucoup plus tard. Il faut que j'aille par là. Ils s'y sont mis beaucoup plus tard, mais comme maintenant ils ont des smartphones et parfois des tablettes, ils s'y mettent, ils commencent à se rendre compte que ce n'est pas uniquement une perte de temps, mais que ça peut apporter quelque chose à leur pratique. Et donc, comme le grand public 10 ans avant, ils se mettent à consulter des sites professionnels, comme le quotidien du médecin, Egora. Évidemment, Vidal, ça les intéresse. Et ils ont aussi une appétence pour les échanges de pairs. Ils laissent des commentaires sur les sites. Ils font des clubs où on regroupe tous les blogs. Ils ont fait un hashtag sur Twitter qui s'appelle DocTocToc, où ils posent des questions en consultation. Ils prennent une photo d'une plaie. Qu'est-ce que tu en penses? Boutonologue, qui est la dermatologue de Twitter. Et ça répond dans les minutes qui suivent, ça répond. Et c'est extrêmement pragmatique et c'est une augmentation de la consultation. Voilà. Ils se mettent à faire ce que faisaient les patients il y a 10 ans. C'est vachement intéressant de regarder leurs échanges comme ça. Ils sont un petit millier pour l'instant. Mais donc ils deviennent des internautes comme les autres. Il y a le brouillard, il faut se repérer dedans. Il y a de l'entraide, de la solidarité. Il faut voir les médecins qui sont burn-outés, qui sont tout seuls dans leur cabinet, qui ont trouvé par ce biais-là du soutien, du réconfort, comme les patientes anorexiques qui étaient toutes seules dans leur maison. Et donc il faut aussi qu'ils arrivent à trier, qu'il y ait une aisance qui se développe pour ne pas creuser cette fracture, ces inégalités qui laissent désemparer une partie des médecins aujourd'hui, parce que maintenant ils savent, les médecins qui ne sont pas à l'aise, ils savent que ça pourrait les aider d'être à l'aise, mais ils ne savent pas comment faire. Donc c'est un peu comme le grand public. J'arrive à la toute fin normalement. Demain, comme ça a été évoqué, on va avoir une explosion des datas génomiques et autres. Vous connaissez peut-être Joël de Ronet, qui est un grand scientifique français de 77 ans, qui est sur Twitter, qui partage sans arrêt des informations sur les progrès de la science, sur la recherche fondamentale et la recherche appliquée en sociaux, en anthropo, en énergétique aussi. Il disait « Nous entrons dans une société fluide, fondée sur l'échange et les réseaux sociaux. » Donc on est rentré dedans déjà maintenant, mais est-ce que l'internaute qui est à l'aise aujourd'hui, est-ce qu'il va le rester
avec toutes ces histoires de data, avec l'explosion de ce qu'on appelle NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, la cognition, l'informatique. Est-ce que ça va vraiment changer la médecine? La médecine va devenir prédictive, très personnalisée, très complexe. Le médecin va devoir s'appuyer sur des distributeurs de data qui vont lui digérer des data génomiques. Et ensuite, le médecin, est-ce qu'il faut qu'il le dise au patient? Est-ce qu'il y a un traitement pour le truc qu'il va lui annoncer? Est-ce que ça ne va pas bouleverser sa vie? Donc, je pense qu'il y a eu un rapprochement en fait du grand public qui s'est empoweré, on va dire, avec le web santé, qui a eu accès à des connaissances. Avant, il avait accès au Larousse médical en France. Bon, maintenant, il a accès à des foultitudes de connaissances auxquelles le médecin n'a pas forcément accès. Mais maintenant, avec les évolutions qui arrivent, avec l'explosion de la puissance informatique et des datas, les médecins vont peut-être refaire des passerelles avec des savoirs extrêmement pointus. Il y aura peut-être à nouveau une distance qui se fera entre le grand public et les médecins. Voilà. Donc c'était le point de vue vu du côté médical.